Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à ces nouveaux numéros de 60 minutes dans un cadre un peu particulier, notre plateau des fortunes et circonstances, car les conditions l'obligent. Il faudrait que nous parlions environnement, nous parlions développement des ETD, nous parlions dividendes et redevances minières des entités territoriales décentralisées. Et pour cette question, pour ce numéro spécial de 60 minutes, nous recevons pour vous M. Fabien Mayani en face de nous. Il est expert, il est chargé des questions minières au niveau des consortiums Makuta et Maendeleo, c'est en Swahili, comprenez par là l'argent pour le développement. Et c'est un grand consortium au sein duquel se trouvent aussi les centres quartiers. Avec M. Fabien Mayani, nous parlerons, je le dis en liminaire, du développement des entités territoriales décentralisées à travers les redevances minières. À quoi cela retourne? Quelle est son importance? L'impact, ça peut produire quoi? Et dans ça, j'ai dit bonsoir M. Fabien. Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir. Merci de nous avoir chez vous pour ce numéro de 60 minutes. Et je le dis dans la titrée de mon émission, que nous parlerons des entités territoriales décentralisées, comment elles sont, quels sont leurs problèmes fondamentaux, comment on peut les développer. Mais aujourd'hui, nous allons faire un focus sur les redevances minières parce qu'elles en reçoivent quand même, mais il n'y a pas assez de visibilité là-dessus. Mais il faut bien, pour commencer, vous qui êtes tout près des communautés locales, des ETD, très brièvement, M. Fabien, aujourd'hui, peut-on dire que nos ETD, congolaises bien évidemment, ont un visage rayonnant? Oui, d'abord, merci pour l'invitation de votre chaîne. D'entrée des jeux, je voudrais d'abord dire un mot sur le consortium Makuta Maendeleo dont vous avez parlé tout à l'heure. En fait, le consortium Makuta Maendeleo, c'est une coalition de 7 ONG, dont le Centre Carter, Resource Matters, Justice pour tous, ADDH, IBGDH, aussi OARS. Ces organisations se sont réunies et ont mis en place cette plateforme, cette coalition, avec comme objectif s'assurer que l'argent des mines puisse effectivement profiter aux populations congolaises, que l'argent des mines puisse contribuer au développement des populations congolaises. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de travailler pour nous assurer que l'argent de la redevance minière puisse effectivement être alloué aux projets d'intérêt communautaire, et surtout au niveau des ETD, mais aussi au niveau des provinces. Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'il est important de rappeler d'abord la révision du Code minier de 2018 qui a effectivement mis en place ces mécanismes de paiement direct des redevances minières au niveau des provinces et au niveau des ETD. C'est-à-dire le Code minier de 2002 avait effectivement mis en place cette redevance minière avec comme objectif justement derrière que les quotités qui sont payées aux provinces et aux ETD puissent être allouées aux projets d'intérêt communautaire. Mais le système de 2002 était que l'argent est d'abord perçu par le pouvoir central, donc Kinshasa, et ensuite Kinshasa rétrocède aux provinces et aux ETD. L'expérience pendant 15 ans a démontré que le pouvoir central n'a presque pas rétrocédé ce qui revenait aux provinces et aux ETD. C'est vraiment une infime portion, un infime montant que l'État central rétrocédait aux provinces, pas aux ETD. Avec la révision du Code minier, notamment la société civile, on a fait, je ne dirais pas pression, mais on a suivi, on a poussé pour qu'on change les modalités de perception des redevances minières reconnues aux provinces et aux ETD. C'est notamment 25% des redevances qui doivent être versées aux provinces et les 15% qui doivent être versés aux ETD. Avec comme objectif, j'insiste, que cet argent soit exclusivement alloué aux projets d'intérêt communautaire. Maintenant, un tout petit peu, 25% et puis 15%. Ouais. Même si le code minier a été revisité avec beaucoup d'amendements d'ailleurs, peut-on parler
d'un échec de ce point de vue, parce que vous avez dit 15 ans après, le constat n'est pas reluisant. On se rend compte que le ZTD présente toujours une image désolante. Mais peut-on évoquer un échec et à tout point de vue, il faudra remettre tout sous le point zéro et repartir autrement? Je ne parlerai pas de l'échec du Code minier de 2002, mais plutôt de la non-application. Parce que le Code 2002 avait prévu effectivement que c'est l'État central, le pouvoir central, qui ne rétrocédait pas. Ça, c'est la réalité, c'est une évidence. Hein. Les chiffres sont là, ça démontre que l'État central ne rétrocédait presque rien, seulement une partie au niveau des provinces. Maintenant, avec le Code minier de 2018, nous avons d'abord le grand acquis que nous avons aujourd'hui, c'est que l'argent ne vient plus ici à Kinshasa. Ça, c'est très important. C'est une avancée qu'il faut noter et saluer. C'est qu'aujourd'hui, chaque entreprise minière qui se propose de vendre les minéraux ou qui vend les minéraux, parce que la redevance minière est calculée en fonction des ventes de minéraux réalisées, lorsque l'entreprise veut vendre les minéraux, elle doit payer à chaque entité étatique bénéficiaire. C'est ça que le Code minier révisé a prévu. Il y a 50% qui doivent être payés au pouvoir central, donc ici à Kinshasa. Il y a 25% qui doivent être payés à la province où le projet minier se situe. Il y a 15% qui doivent être payés à l'entité locale où le projet réalise ses activités et 10% qui doivent être payés au fonds pour les générations futures. Le fonds mine. On va en parler. Maintenant, aujourd'hui, comme je disais, nous avons cet acquis, même si l'argent n'est pas encore payé totalement au niveau des provinces et des ETD, mais au moins le principe est déjà d'application. Les provinces perçoivent directement des entreprises les 25%, les ETD perçoivent des entreprises directement les 15%. Maintenant, nous avons des défis opérationnels au niveau de la gestion de ces fonds. D'autres défis liés aussi à certaines limites de la législation, notamment des mesures réglementaires qui n'ont pas clarifié un certain nombre de questions, notamment comment utiliser l'argent. Comment partager l'argent lorsque vous avez un projet minier qui a des activités dans 2 provinces ou dans 2 ETD ou plusieurs ETD? C'est des questions qui n'ont pas été très bien réglées par la loi. Il y a aussi la question, par exemple, dans les villes. Vous savez, par exemple, dans le Katanga, dans le Haut-Katanga et dans le Lualaba, vous avez des activités minières qui se réalisent dans les villes, comme la ville de Kolwezi, la ville de Lubumbashi, la ville de Likasi. Il y a des activités minières dans ces villes-là. Et la ville, en tant que telle, est une entité territoriale décentralisée. La commune, elle est aussi une entité territoriale décentralisée. Maintenant, la loi n'a pas dit à qui l'entreprise minière qui a ses activités dans une ville doit payer les 15% de la redevance minière. C'est un vide juridique et c'est cela. C'est un gros vide et ça peut créer des télescopages entre... Exactement. Il y a eu des conflits, entre les villes et les communes sur qui doit percevoir cet argent. C'est sur ces défis-là, c'est sur ces défis opérationnels que le consortium Makuta Maendeleo travaille avec le gouvernement, avec les autorités locales, avec la société civile de manière générale, dans le cas de l'ITIE, pour pouvoir mettre en place des mesures complémentaires à la loi afin d'assurer une bonne gestion de ces fonds, afin d'assurer des bons mécanismes de partage de ces fonds entre les ETD, pour qu'effectivement l'argent puisse être affecté aux projets d'intérêt communautaire et au niveau provincial et au niveau local. Je dois aussi ajouter que l'un des défis qu'on a aujourd'hui, c'est vrai, je crois que c'est l'impréparation des ETD. Okay. C'est qu'on a mis en place la nouvelle loi, la loi révisée, en donnant décentralisation, donc pas eu de préparation pour préparer à la bonne gestion de cet argent. Donc c'est tous ces défis-là, sur ces défis-là que nous sommes en train de travailler. D'abord, d'une part, nous travaillons pour que ces questions de partage d'argent entre les ETD en situation de chevauchement, en situation de superposition, on trouve des mécanismes clairs de partage. Ça, c'est d'une part. Et là, je crois qu'il y a un projet d'arrêté
qui est... On va revenir. Ouais. Je voudrais bien qu'on parle un peu des ETD parce que vous sillonnez un peu la République, mais c'est Fabien Mayani, vous comprenez un peu le vécu de ceux qui sont dans ces entités territoriales décentralisées. Je reviens à ma première question. À l'état actuel des choses, M. Fabien, peut-on dire que nos ETD encore du chemin passé? Vous avez parlé ici, il faut des projets de développement, il faut développer les communautés locales, mais actuellement, quel visage présentent-elles ces ETD? Est-ce ils sont très loin du modernisme, ils sont tout près de ce qui est toléré, ou bien il y a encore un vide, c'est un champ totalement exploitable? Non, je pense que la situation actuelle des ETD qui perçoivent les 15% des redevances minières, je pense que de mon point de vue, et c'est ça même le constat du consortium Makuta, il y a des avancées dans certaines ETD, des avancées louables où la gestion s'améliore, mais il y a encore des défis. C'est comme je disais tout à l'heure, ces défis sont liés aux problèmes de la loi, aux problèmes de gouvernance, aux problèmes opérationnels. Maintenant, le plus important, c'est pour nous, en tant que consortium, c'est comment arriver à proposer des solutions qui peuvent résoudre ces problèmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème sérieux de capacités de gestion de ces fonds-là. Je vous donne juste un exemple. Une ETD qui, avant la révision du code minier, avait un budget de $10,000 par an. C'est juste un exemple que je donne. Par an. Après la révision du code minier, l'ETD a des recettes d'environ $10 millions par an. C'est des exemples qui existent des entités qui, à travers la redevance minière, gagnent $10 millions. Voilà. Vous voyez que quelqu'un qui gérait $10,000 et du coup, il se retrouve avec 10 millions sans une préparation adéquate, ça pose problème. Donc, ce sont les défis sur lesquels nous travaillons. D'abord, d'un point de vue légal, d'un point de vue réglementaire, comment arriver à compléter la loi par rapport à ce qui manque. Le deuxième volet du travail que nous faisons, c'est comment accompagner ces ETD à être en mesure d'avoir des plans locaux de développement, d'avoir des outils de gestion, avoir des budgets clairs, participatifs et avoir la possibilité, la capacité de gérer les projets de développement. Ça fait partie des défis qu'on a. Et comme je le disais tout à l'heure, cela est un problème qui nécessite non seulement l'implication des autorités locales, mais aussi des autorités provinciales et nationales. Parce que ces ETD doivent être accompagnés en termes de planification, en termes de budgétisation par les autorités provinciales et locales, mais aussi par l'implication des communautés. Donc les communautés bénéficiaires également doivent participer à ces processus pour pouvoir savoir ce qui se passe. Et c'est cela que nous faisons en même temps que nous voulons le renforcement, l'amélioration des capacités des gestionnaires des ETD, en même temps aussi renforcer les communautés pour qu'elles soient en mesure de bien suivre comment l'argent a été perçu, combien a été perçu, ça a été affecté à quoi, un peu faire ce qu'on appelle le contrôle citoyen. Ok, parlant des ETD, M. Femayani, on peut comprendre que on est des plein-pieds vers un pouvoir coutumier, des pouvoirs à la base quand même. Ouais. Et vous qui êtes avec tous les jours, pensez-vous que la démarche entreprise par Makuta Mandelo est-elle très bien comprise? Ces communautés locales vous accompagnent, vous comprennent, elles prennent part à votre action et on peut dire que le boulevard est bien tracé pour que demain, dans une échéance assez brève, que tout ce que vous entreprenez en leur faveur trouve des résultats escomptés? Oui, je pense qu'il y a, dans tout ce que nous faisons, il y a une très bonne opportunité que nous avons constatée, c'est que toutes les autorités locales, qu'il s'agisse des bourgmestres, qu'il s'agisse des chefs de chefferie, donc les chefs coutumiers auxquels vous faites allusion, des chefs de secteur, des maires, des groupements, tout le monde est d'accord sur la nécessité d'améliorer la gestion des fonds de redevance minière. Ça, c'est une grande opportunité. Parce que, avec tout ce qu'on a pu faire comme sensibilisation, faire comprendre aux gens qu'est-ce que la loi veut dire, tout le monde s'est rendu compte qu'il est important d'améliorer la gestion des redevances minières. Et ça, c'est un grand atout, c'est une grande opportunité. Nous n'avons pas vraiment rencontré une certaine opposition, non, résistance de la part. Toutes les autorités locales sont d'avis et elles sont disponibles. D'ailleurs, j'ajoute
que dans le cadre de ce projet Makuta, nous accompagnons de manière très soutenue 5 ETD. Et nous voyons des améliorations. Il y a des exemples où, avant qu'on commence à intervenir, la gestion de l'argent n'était pas très transparente, mais aujourd'hui, certaines autorités locales commencent à publier les informations, commencent à associer les communautés. Donc, c'est une grande opportunité, un grand atout qu'on a rencontré sur le terrain, où tout le monde pense, y compris les autorités locales, qu'il est important d'améliorer la gestion. Et d'ailleurs, j'ajoute ici que nous avons organisé les consultations avec les autorités locales, avec les communautés, à Kolwezi au mois d'août dernier, où les autorités locales, je crois de cette province minière, nous sommes réunis à Kolwezi pour parler de tous ces problèmes et les recommandations qui ont été formulées, y compris par ces autorités, vont dans le sens de dire nous avons besoin d'améliorer la manière de gérer cet argent, nous avons besoin surtout d'être capacités en termes de gestion et d'implication des populations. Donc ce que je peux dire sur ce point, c'est que il y a une grande opportunité, une grande ouverture du côté des autorités locales, qu'il s'agisse des autorités coutumières ou des autorités, je dirais, les chefs des secteurs. Tout le monde est d'accord qu'il faut améliorer les mécanismes de gestion. Et là, on les sent aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a des exemples où les autorités sont en train d'améliorer leurs pratiques de gestion et surtout aussi améliorer comment on alloue l'argent. Parce qu'avant, il y avait une certaine confusion au départ, comme je disais, l'impréparation. Mais aujourd'hui, on est en train de sentir que vraiment il y a de l'espoir que les choses vont s'améliorer, surtout si les mécanismes réglementaires et légaux sont bien clarifiés. C'est pour ça que j'étais en train de parler de ce projet d'arrêté je suis d'ailleurs, on y est, M. Mayani. Aujourd'hui, au-delà de tout ce qui a été dit, au-delà de la préparation, certaines hésitations, il y a eu même des ratés, il faut se le dire, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu bien gérer ces fonds-là au départ. Mais aujourd'hui, avec l'ITIE, il y a le projet de l'arrêté interministériel sur l'ordonnance minière. Pensez-vous qu'un tel arrêté, une telle initiative politique, je vais le dire, mais au profit des populations, une fois mise en musique, une fois promulguée, une fois adoptée pour être appliquée, pour vous, c'est l'unique voie, c'est un ouf réel et il y aura vraiment des changements sur le terrain. Et je pense que cet arrêté interministériel, on ne va pas reculer, on va aller de l'avant. Non, je crois que l'arrêté fait partie des mesures pour améliorer la gestion des redevances minières au niveau des provinces et au niveau des ETD. Comme je l'ai dit, l'arrêté va régler les problèmes d'ordre légal. Comme je disais, les questions de partage, les questions d'utilisation, on va utiliser combien. En plus de l'arrêté, il y a aussi d'autres mécanismes qui doivent suivre. C'est notamment les mécanismes liés à la gouvernance. Donc, les mécanismes liés par exemple à la planification. Parce que c'est bien beau d'avoir un arrêté qui définit comment l'argent doit être géré, doit être partagé, mais encore faudra-t-il que les ETD, que les provinces et des plans de développement et la capacité de bien planifier et de bien gérer les projets de développement. C'est d'ailleurs sur ça que le consortium Makuta travaille. C'est qu'au-delà de l'arrêté, nous croyons, je pense que nous avons raison, qu'il est important d'avoir des mécanismes complémentaires, des mécanismes détaillés qui aident les ETD à gérer au quotidien les fonds qu'elles perçoivent au titre des redevances minières. Un autre élément que vous avez mentionné très important, c'est l'initiative ITIE. C'est aussi un outil qui doit contribuer à améliorer la transparence. Parce que vous savez que les ETD aussi sont appelés à déclarer ce qu'elles perçoivent et comment elles ont utilisé cet argent. Je pense que c'est aussi un moyen, un instrument qui peut contribuer à la bonne gestion parce que les ETD elles ont déjà commencé à déclarer à l'ITIE ce qu'elles ont perçu des entreprises minières, mais aussi comment elles ont utilisé cet argent. L'ITIE a d'ailleurs commandité une étude qui essaye de mieux comprendre comment les ETD ont géré l'argent et même le rapport que nous avons publié récemment, le rapport de Makuta Mandele que nous avons présenté hier à la réunion du comité exécutif, soulève un certain nombre de problèmes sur la gestion. Et nous croyons que le projet d'arrêté
va régler certaines de ces questions et le rapport de l'ITE qui est en train de venir va aussi proposer des mesures qui vont dans le sens d'améliorer la gestion. Donc, si je peux me résumer sur la question, nous avons besoin de l'arrêter en termes de mesures réglementaires complémentaires pour régler les problèmes d'ordre légal, mais au-delà, nous avons besoin d'autres mesures et aussi de l'accompagnement des ETD et des provinces dans la planification, dans la gestion de ces... Et surtout aussi dans la diversification de l'économie. C'est là où j'en suis, mais c'est Mayani, avoir un arrêté, c'est bien, et ça c'est une très bonne mesure, une initiative qui est très louable. En général, si l'État comprend que c'est une voie pour aider les communautés locales à améliorer leur vie quotidienne, l'État va facilement l'appuyer. Mais seulement, quelle pédagogie on peut avoir après le passé? C'est un arrêté qui ne sera pas appliqué ici. C'est ça, vers les ETD. Il y aura un travail de pédagogie pour que ces ETD comprennent le bien fondé, l'importance, l'impact de tel arrêté. Vous qui êtes avec elle, vous avez déjà entrepris une telle démarche? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que vous avez, votre chaîne a participé à l'atelier que nous avons organisé au début de la semaine avec les parties prenantes qui ont validé, en tout cas au niveau des experts du gouvernement, de la société civile, des entreprises minières. Ces experts ont validé la version que je dirais finale de ce projet d'arrêté, maintenant qui doit être signé par les trois ministres, intérieur, mines et finances. Nous espérons que d'ici là, cet arrêté sera signé. Maintenant, la phase prochaine, c'est laquelle? Je crois qu'au niveau du consortium Makuta, tant que cela sera possible, nous aurons des séances de vulgarisation de ce projet d'arrêté. Au niveau des autorités provinciales, au niveau des autorités locales, au niveau des communautés, pour comprendre le contenu de l'arrêté. Parce que l'arrêté apporte des détails, apporte de la lumière sur comment gérer ces fonds de redevances minières. Et j'ajoute ici que, par manque de mesures claires de gestion et de partage des redevances minières, il y a eu des actes, il y a eu des protocoles d'accord qui ont été signés dans des provinces, à l'initiative des gouverneurs des provinces ou entre les ETD. Ces protocoles d'accord vont tomber. Parce que l'analyse qu'on a faite de ces protocoles d'accord, c'est que c'est des protocoles qui vont dans le sens contraire de la loi. C'est des protocoles qui consacrent un peu, comment dirais-je, l'émiettement des fonds. Vous voyez par exemple une ETD qui devrait percevoir, j'ai dit, 100 millions de dollars, qui représentent 15% de la redevance minière, mais ces protocoles d'accord ont mis en place des partages de ceci, une partie qui va aux services provinciaux, une autre partie qui va... Donc, bref, toutes ces mesures contraires à la loi vont tomber et nous allons vulgariser cet arrêté au niveau des ETD, au niveau des autorités. Protocole, arrangement, tout cela, l'arrêté s'est rendu caduque. Oui, c'est cela. Parce que c'est des mesures, comme je l'ai dit, qui sont... D'abord, leur légalité pose problème. Quelle est la légalité d'un protocole d'accord qui n'est ni arrêté, qui n'est ni dit, qui n'est ni une décision de l'autorité provinciale et locale? Ça, c'est un problème de légalité. Deuxième problème, c'est le contenu. Comme je l'ai dit ici, au niveau du consortium Makuta, nous avons analysé ces protocoles. Le constat que nous avons fait, c'est que la plupart, en tout cas, je dirais la quasi-totalité, consacre, encourage l'émiettement des fonds. Au lieu que l'ETD ait la totalité des fonds, il y a une partie des fonds qui est utilisée à d'autres fins. Bref, donc tout ça, ça va tomber. Une fois que l'arrêté sera signé, nous allons les vulgariser. Et en plus, comme je l'ai dit, au niveau du consortium Makuta, avec d'autres partenaires, nous sommes en train d'élaborer des mesures pratiques qui vont accompagner le projet d'arrêté. Parce que comme on l'a dit, le projet d'arrêté, c'est comme la loi. Les questions, par exemple, de planification, les questions de diversification de l'économie. Comment une ETD, parce que nous devons savoir que les ressources minières, ce sont des ressources épuisables. Demain après-demain, on n'aura plus de cobalt, on n'aura plus de cuivre, on n'aura plus de coltan, on n'aura plus d'or, on n'aura plus de diamants. Il faut diversifier l'économie pour faire en sorte que une fois que les mines... Parce qu'il y a autre chose pour ne pas arrêter le développement. Exactement. Mais M. Fabien, alors de ce point de vue, que vous parlez de la diversification de l'économie, et dans les ETD qui vont bientôt bénéficier de l'impact de l'arrêté interministériel, s'il faut commencer à diversifier, vous qui êtes avec les communautés locales,
tantôt l'expérience, tantôt un peu une espèce de saut dans l'aventure. On peut commencer par quoi? S'il faut que les ETD, une fois les minéraux qui sont épuisables, là, on peut tenter par quoi? L'agriculture, les fonderies, on peut commencer par quoi? On dirait que vous étiez déjà dans ma mémoire. Je crois que le Congo, c'est un pays qui a un grand potentiel agricole. Je pense, si les ETD orientent la grande partie de l'argent des redevances minières dans l'appui à la mécanisation, à l'amélioration de l'agriculture, c'est un moyen déjà de diversifier l'économie. Parce qu'aujourd'hui, non seulement l'agriculture va aider aux communautés de commencer à produire ce qu'elles consomment, ça va aider aussi les ETD, les communautés, à pouvoir fournir. Vous savez, aujourd'hui, même aujourd'hui dans l'industrie minière, les entreprises recourent à d'autres, je dirais, à d'autres contrées pour utiliser des biens de consommation localement. Je pense que l'une des voies de diversification de l'économie au niveau local, au niveau provincial, moi je pense à l'agriculture. C'est l'une des choses qu'on peut mettre en place. Il y a d'autres secteurs. Il y a la question, par exemple, de projets de l'industrie locale. Au niveau local, est-ce qu'on peut arriver à améliorer, à faire en sorte que, par exemple, la production agricole, qu'il y ait la possibilité pour quelqu'un de transformer localement les produits agricoles et pouvoir les vendre au niveau des entreprises qui sont localement et même ailleurs. Donc, il y a plusieurs secteurs où les ETD peuvent investir. Aujourd'hui, on peut investir dans les énergies renouvelables. Donc, il y a beaucoup de secteurs où les ETD, les provinces, peuvent investir pour justement pallier à ces problèmes de l'épuisabilité des minéraux. Alors, il y a une autre faiblesse sur laquelle les gens reprochent les ETD à vous qui les accompagnez, notamment, il y a même le pouvoir central, cette faiblesse dans le développement des bases. Ça pose problème. Aujourd'hui, je le dis ici, pourquoi ne pas construire des bonnes écoles, et des bons hôpitaux, des centres commerciaux et la population en a besoin également. À part de leurs richesses, de leurs redevances minières, ne peut-on pas commencer à les développer pour que demain, une fois les stocks des mines épuisés, qu'on passe à autre chose? Le développement immédiat est à quel niveau dans ces états-là? Oui, je crois que ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est pas mal. On construit des écoles, on construit des hôpitaux, mais je pense, comme on vient de le dire ici, il est important de penser sur les durables. Donc, comme l'agriculture, comme les énergies renouvelables, comme les infrastructures de base. C'est bien d'investir dans les écoles, dans les hôpitaux, c'est bon, c'est important parce que je dirais que ce sont les besoins immédiats, mais il faut penser à des projets, surtout des projets intégrateurs. Par exemple, une ETD qui peut avoir la possibilité d'investir dans peut-être la création d'un mini-barrage qui commence à produire de l'électricité, ça va jamais se terminer. Donc, tous les jours, ça permettra à l'ETD d'avoir non seulement l'énergie pour la population, mais aussi, ça sera une source de revenus pour l'ETD afin de financer d'autres secteurs. Je pense aussi que les ETD peuvent investir, par exemple, dans le placement des capitaux. Pourquoi pas une ETD ne peut pas devenir actionnaire dans une entreprise? Peut-être même minière, c'est possible. C'est-à-dire, avec l'argent de la redevance minière, une ETD peut investir dans une bourse et avoir des parts sociales dans une entreprise et à la suite de ça, avoir commencé à gagner des dividendes. Mais bien évidemment, il faut bien étudier le marché, boursier, tout ça, pour éviter d'investir dans le secteur à risque. Donc, c'est des études qu'il faut mener. C'est pour ça que dans le cadre du projet Makuta, nous essayons d'accompagner les ETD et à mettre en place une sorte de stratégie de diversification de l'économie au niveau local. Ça peut inclure, comme on a dit tout à l'heure, l'agriculture, ça peut inclure les énergies renouvelables, ça peut inclure, comme ce que je viens de dire, l'investissement, le placement des capitaux, l'acquisition des parts sociales dans les entreprises, tout ça. En fait, chaque ETD devrait avoir normalement des experts en cette matière pour les accompagner, regarder quel est le secteur le plus porteur qui peut
aider les TD à avoir un peu plus de revenus une fois que les mines sont épuisées. Ok, parlons un peu de votre consortium Makuta Maendeleyo. Il y a déjà des langues assez acerbes, M. Mayani, il ne faudra pas qu'on se le voile, qui estiment que Makuta Maendeleyo n'est que vers les provinces de Grand Katanga, disons-le comme ça, Kolwezi, le Lualaba, et Okatanga, et les Kessi Olomami. Mais pourquoi de l'autre côté des deux pays, Makuta n'est pas présente? Je prends le sud Kivu, le nord Kivu, le Maniema. Il y a aussi des minéraux là-bas. Pourquoi cette absence de Makuta dans ces provinces-là? Le terrain ne vous est pas propice, on dirait? Non, peut-être que je ne l'ai pas dit au départ. Le consortium Makuta intervient dans quasiment 6 provinces minières, le Haut-Katanga, le Lualaba, le Sud Kivu, le Nord Kivu et les Haut-Ouélé. Notamment les provinces du Kivu que je viens de mentionner, la province du Haut-Ouélé. Donc nous sommes aussi présents là-bas. Alors, dire que nous sommes seulement limités là, non. Donc, mais aussi, je dois ajouter ici que nos interventions dépendent aussi de nos moyens. L'idéal, effectivement, serait que nous puissions intervenir dans toutes les provinces minières. Mais en même temps, nous devons aussi reconnaître que jusque-là, en tout cas, si je ne me trompe pas, il n'y a que 7 provinces minières où on paye la redevance minière. Et donc, les provinces minières en production aujourd'hui, où nous ne sommes pas présents, c'est, je dirais, le Maniema et le Kassa oriental. Les 5 autres provinces, je crois, comme je dis, le Sud Kivu, le Nord Kivu, le Haut-Ouélé, le Haut-Katanga et les Lualaba, nous avons des activités. Évidemment, notre ambition, effectivement, c'est de nous étendre dans le reste des provinces. Si vraiment les moyens nous le permettent, nous allons étendre nos activités dans d'autres provinces. Revenons à l'arrêté interministériel. Vous avez dit ici, vos expressions sont assez éloquentes, qu'il y a un arrêté qui apportera beaucoup de lumière, qui va casser certaines illégalités qui sont encore aujourd'hui. Mais Fabien, s'il faut essayer un peu d'extrapoler ou de visualiser les choses, il faut un tel arrêté d'application. On peut faire une approximation par rapport à l'échéance à travers laquelle ces TD peuvent avoir le développement. 10 ans, 15, 20 ans? Bon, le développement, comme vous le savez, c'est un processus, mais qui doit commencer. Je pense que si on regarde bien la situation la situation de certains projets miniers que nous avons, notamment dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, il y a des projets miniers qui sont encore là pendant 10 ans, pendant peut-être 15 ans aussi. Je pense que si cet arrêté est adopté et qu'il est appliqué et que les mesures complémentaires que nous sommes en train de proposer sont aussi adoptées comme mesures d'application de l'arrêté, nous croyons vraiment qu'il peut y avoir un changement. Est-ce qu'on peut estimer ça en termes de temps? Moi, je dirais dans 5 ans, pour certaines ETD, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aujourd'hui des ETD. Si vraiment la production minière ne change pas, il y a aujourd'hui des ETD, surtout dans les lois là-bas, qui touchent plus de 10 millions de dollars de redevance. 10 millions de dollars par année de redevance minière. Pour ces ETD-là, imaginez une ETD qui a, pendant 5 ans, 10 ans, 10 millions. Donc ça vous fait 50 millions ou 100 millions. Ces ETD peuvent monter des projets. Peut-être aussi aller solliciter un crédit à la banque sur base de ces études qui sont bien connues, avec aussi l'appui des entreprises et des autorités provinciales et nationales. Une ETD comme ça peut aller vers la banque pour dire j'ai un projet intégrateur de l'ETD, par exemple, je sais pas, construction d'un mini-barrage qui coûte par exemple 30 millions de dollars ou 50 millions de dollars. L'ETD peut aller prendre un crédit et construire, investir et réaliser ce projet qui, 5 ans, 10 ans après, va développer toute l'entité. Voilà l'intérêt de l'arrêté de ces mesures complémentaires. Et donc, je pense que si la production minière, surtout dans la région du Katanga, aussi dans le Haut-Ouélé, continue avec la même allure, mais aussi un autre facteur important, c'est le prix des minéraux sur le marché international. Okay. Si ça reste dans la situation actuelle, aussi la demande du cuivre, de cobalt reste la même, dans 5-10 ans, il est possible d'avoir, si vraiment ce projet d'arrêté est appliqué, et vraiment si les ETD sont bien accompagnés, avec des mesures complémentaires d'application, on peut avoir même des ETD, je dirais, modèles, qui ont perçu la redevance minière et où on peut voir des traces tangibles
des effets de la redevance minière dans les zones minières. Au-delà de vos efforts en tant que consortium, vous êtes très indépendant, vous n'êtes pas politique, vous n'êtes pas dans les affaires de l'État. Au-delà de l'effort de l'ITIE par rapport à ces projets d'arrêté interministériel, mais il y a aussi une faiblesse qui sera comme un goulot d'étranglement, mais on estime que les ETD elles-mêmes n'ont pas des structures assez fiables pour percevoir, conduire les choses. Il faudra commencer également par leur donner de la substance intellectuelle requise pour qu'il faut entre leurs mains qu'il n'y ait pas d'évasion, qu'il n'y ait pas des choses qui ne marchent pas. Est-ce qu'au sein des ETD, il y a assez de gens formés, il y a assez des unités compétentes pour conduire ces choses-là? Oui, je crois que ça fait partie des défis qu'il y a au niveau des ETD. Comme je l'ai dit, peut-être je l'ai dit de manière globale, il y a aussi cette absence de mécanismes, de mécanismes solides qui permettent aux ETD de pouvoir bien collecter tous les fonds, les redevances qui sont dues à ces ETD-là. Et ça fait partie effectivement des mesures d'accompagnement des ETD. Il faut aider, il faut accompagner les ETD à avoir leur propre structure, leur propre mécanisme de collecte de leurs fonds. Ce qu'on peut appeler aujourd'hui au niveau de province, vous avez ce qu'on appelle les directions provinciales des recettes. On doit avoir ce genre de mécanisme au niveau local qu'on appellerait, je sais pas, les directions locales des recettes. On doit avoir ça. Et la loi le permet. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que les gens ne savent pas, les ETD ont le pouvoir de créer, de mettre en place leur propre mécanisme de collecte de leurs revenus. Par exemple, la redevance minière. La loi sur les ETD reconnaît à chaque ETD la possibilité de créer ses propres mécanismes de collecte de ces recettes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut aider les ETD à nommer à mettre en place ces mécanismes et surtout à les former. L'autre élément important, c'est toutes ces questions, par exemple, de passation de marché. Si l'ETD a besoin de réaliser un projet et qu'elle a besoin de recourir à une société experte dans le domaine, l'ETD doit passer un marché suivant la loi de passation de marché. Tout ça, c'est des éléments qui rentrent dans ces paquets de renforcement des capacités d'accompagnement des ETD dans la bonne gestion des fonds de redevance minière locale. Davantage la gestion de cette redevance minière au niveau local. Donc, je pense que il y a beaucoup d'opportunités au niveau local et aussi comme je l'ai dit, au niveau national, au niveau des autorités. Cet arrêté, s'il est adopté, s'il est signé par les 3 ministres, ça sera aussi un outil supplémentaire qui va aider les ETD à pouvoir bien gérer. Un autre élément important que je dois mentionner, c'est l'éveil de la conscience aujourd'hui au niveau des citoyens. Avec tout ce qu'on fait, avec tout ce que la société, c'est non seulement les consortiums Makuta, beaucoup d'autres ONG, c'est qu'on fait, les sensibilisations qu'on fait, éveille la conscience des citoyens. De plus en plus, on sent que les citoyens deviennent de plus en plus regardants, intéressés sur comment les autorités locales gèrent ces fonds de redevance minière. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que plus ce contrôle citoyen est exercé, plus les autorités aussi vont se sentir dans l'obligation d'améliorer la gestion. Donc, il y a des opportunités aujourd'hui. Si nous les saisissons, on peut obtenir le changement, la bonne gestion des fonds de redevance minière qui peuvent conduire au développement et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Alors, par rapport à cette question-là des redevances minières, il y a aussi un autre aspect qui dérange, c'est l'exploitation minière, c'est l'artisanat, mais c'est Fabien. Comment arrive-t-on à contrôler ces flux d'exploitation? Ça, c'est les sociétés minières régaliennes, enregistrées de façon légale, mais les artisans locaux, ils ne sont pas contrôlés. N'est-ce pas ça notre évasion des fonds dus aux mines? Oui, je crois que la question de l'exploitation artisanale, c'est aussi un autre grand sujet qu'on peut discuter même pendant plusieurs heures. Mais je pense que le code minier a aussi essayé de réglementer le secteur artisanal. Maintenant, les problèmes qui se posent, comme vous l'avez mentionné, c'est comment arriver à faire en sorte que l'exploitation artisanale soit bien formalisée, soit bien canalisée par la création des zones d'exploitation artisanale viables, ce qu'on appelle les ZEA, par la création de bonnes coopératives détenues par les créateurs artisanaux eux-mêmes. Ça, c'est des défis qu'il y a.
Mais si le gouvernement, je pense, s'aimait et veut que l'artisanat minier soit bien encadré, il est possible en utilisant les instruments juridiques qui existent déjà. Le problème qu'on a aujourd'hui dans le secteur artisanal, c'est la question de l'insuffisance des zones d'exploitation artisanale viables, disons des zones légales. Ce qui fait que beaucoup d'exploitants artisanaux vont dans les zones d'exploitation industrielle et ça crée des conflits avec les opérateurs industriels. Mais je pense que si le gouvernement s'y met avec l'accompagnement des partenaires, il est possible d'arriver à réglementer la situation. Et j'ajoute que l'artisanat minier contribue aussi à la redevance minière parce que les entités de traitement qui s'approvisionnent des produits miniers d'exploitation artisanale payent aussi la redevance minière. Donc, il est important, surtout dans les filières comme le cobalt, cuivre, le 3T, ces entités payent aussi la redevance minière. Donc, on a intérêt à formaliser, d'une part, pour permettre aux créateurs artisanaux d'avoir un bon cadre de travail, mais en même temps, aussi d'accroître les redevances minières à travers les entités de traitement qui sont aussi assujetties à la redevance minière. Ok, il nous reste 1 minute et demie, mais c'est Fabien Mayani, je vous laisse la parole. Je pense que tout ce qu'on a dit ici par rapport à l'arrêté interministériel, et dans un bref délai, vous estimez que les 3 ministres mines, finances et intérieur pourront prendre cet arrêté, et le publier, le rendre effectif et applicable pour que la redevance minière pour ces ETD puisse avoir un écho favorable. En très peu de mots, peut-on dire que Makuta Maendelea aujourd'hui accompagne ces ETD et va se fatiguer quand les consommateurs à Makuta? Non, nous n'allons pas nous fatiguer tant que nous aurons la possibilité, les moyens de continuer à faire ce travail. Nous n'avons pas commencé aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que nous sommes dans ce travail, donc nous n'allons pas nous fatiguer. Tant que les moyens nous le permettront, nous allons continuer à accompagner les ETD, à accompagner le gouvernement congolais, la société civile, pour faire en sorte que les ressources minières, faire en sorte que l'exploitation minière contribue effectivement au développement des populations congolaises. Comme vous le dites, Makuta Maendelea, l'argent pour le développement. C'est ça. Voilà, c'est par ce credo de mes Fabien Mayani que nous mettons un terme à ce numéro de 60 minutes. Nous vous disons merci, d'avoir répondu à nos questions et en espérant que la prochaine fois sera possible parce que d'autres questions minières se poseront. Je vous remercie aussi de l'invitation. Merci également à Cédric Kassembwe, Pichu Kizaza, Patin Tsumbu et Serge Kula, la régie finale. Les rendez-vous est pris les vendredis prochains pour un autre numéro. D'ici là, fidèle à nos programmes. Bonne soirée chez vous et bye bye.